bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis économiste à la Banque de France, donc pas très loin d'ici, et enseignant à l'école d'économie de Paris, enfin à l'école normale supérieure, où je traite les questions de croissance et donc de changement technologique. Et le dernier grand changement technologique en date que j'ai eu à étudier, c'est l'intelligence artificielle. J'ai été rapporteur pour la commission de l'intelligence artificielle qui a donc remis le rapport au président de la République il y a 1 an. Et dans ce rapport, on a eu une approche de chercheurs, d'une certaine façon. On s'est dit, avant de faire des recommandations, il s'agit de mesurer ce qui se passe et de se donner des ordres de grandeur sur ce qu'on peut espérer des gains de l'IA économique. Et là-dessus, il y a un vrai débat économique, je vais y revenir, avec des grands noms. En fait, le dernier prix Nobel d'économie en a beaucoup parlé. On n'est pas toujours d'accord avec lui, mais je vais vous expliquer pourquoi. En revanche, il y a une chose sur laquelle les économistes sont relativement tous d'accord, c'est comment comprendre ces gains, comment décomposer ces gains, comment les formaliser. Et en fait, pour ça, je vais faire le jeu un peu du parallèle historique, parce qu'en fait, les révolutions technologiques, ça a toujours l'air nouveau, mais en vérité, c'est souvent les mêmes mécanismes au cours de l'histoire, et je vais m'appuyer là-dessus pour vous illustrer un peu mon propos. Donc, l'IA, alors désolé, les slides sont en anglais, mais l'IA devrait booster la productivité selon 2 dimensions. Je vais vous parler beaucoup de la première, dans un premier temps évidemment, et on passera quelques minutes sur la deuxième. Elle devrait augmenter la productivité, la croissance de la productivité. Pourquoi? Parce qu'elle devrait permettre d'automatiser des tâches que nous faisons dans le cadre de la production des biens et services. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour produire des biens et des services, on fait un certain nombre de tâches et l'IA va nous permettre effectivement de remplacer certaines d'entre elles et de nous dédier plus de temps à en faire d'autres ou d'en inventer de nouvelles. Et pour ça, le bon parallèle historique, c'est celui de la chaîne de montage. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez eu la chaîne de montage dans les années 20? Vous aviez eu le développement de l'électricité quelques années avant, comme aujourd'hui on a eu le développement de l'informatique depuis quelques années. Un jour, quelqu'un arrive, Henry Ford, et dit « mais en fait, vous n'avez pas compris, l'électricité, c'est pas juste changer la machine à vapeur qui alimente mon usine et garder les mêmes systèmes, c'est changer l'ensemble de l'organisation, créer la chaîne de montage, faire que c'est plus les gens qui se déplacent, mais le produit qui se déplace. Et c'est ça qui a commencé à amener les gains énormes qu'on a connus dans l'industrie manufacturière dans les années 20, dans les années 30 aux États-Unis, puis dans les années 40 et post-Seconde Guerre mondiale en Europe. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait? En fait, historiquement, vous constatez que quand vous avez cette innovation secondaire qui change la donne, vous avez tout le monde qui l'adopte, et dans notre cas, ça peut être celui de l'IA, et chaque entreprise va mettre en place cette innovation pendant 10 ans, et ce qui se passe, donc c'est la différence entre mes 2 courbes. La courbe noire, c'est une courbe où vous avez la croissance de la productivité telle qu'elle est aujourd'hui, donc s'il ne se passait rien, on continuerait à ce rythme-là, et la courbe rouge, c'est celle avec l'IA. Et donc, ça revient à dire, imaginons qu'une entreprise mette en place l'IA, donc admettons une solution d'IA basique qui répond à vos mails facile à gérer, du genre est-ce que tu es libre jeudi prochain pour déjeuner, qui le met directement dans votre calendrier, ce genre de choses. Et vous avez évidemment des entreprises qui vont l'adopter en premier, puis d'autres en deuxième, etc., etc. Et donc, souvent, on s'accorde à se dire ça fait une vague de croissance pendant 10 ans sur lequel les entreprises croissent plus vite, puisque toutes celles qui adoptent passent d'un monde où elles font des choses de façon pas productive à des choses productives. En revanche, au bout de 10 ans, quand tout le monde a adopté et quand tout le monde a remplacé les tâches qui étaient faites par du travail humain par l'IA, vous retrouvez le rythme d'avant. Le niveau est différent, vous êtes plus productif qu'avant, on fait tout plus productivement, mais vous n'êtes pas de plus en plus productif. Comme ça que ça marche. Et donc, là-dessus, vous avez différentes études qui permettent de mesurer ces effets. Donc d'abord au niveau des entreprises, et qui vous disent, par exemple, dans le cas du service client, ça a l'air d'augmenter la productivité des agents de 25%. Donc moi, je travaille depuis maintenant 10 ans sur la productivité. D'habitude, on a du mal à trouver des effets de 1 ou 2%. On est déjà content. Là, 25%, vous vous rendez compte, ce que les gens font en 1h15, ils le font en 1 heure maintenant. Et encore, sur les programmeurs, donc il y a d'autres études qui le font, sur les programmeurs, ils avaient trouvé plus 55%. Donc vous n'avez plus besoin de travailler l'après-midi, vous travaillez que le matin pour faire la même chose. On n'a jamais vu ça dans ce qui s'est passé récemment dans ce genre de littérature académique. Donc cet effet, comme je vous le dis, il est transitoire. Évidemment, je ne vais pas vous dire qu'on croit que ça va augmenter de 55% la productivité. Enfin, si je dis ça, déjà une personne va me croire, et puis je sais pas. C'est complètement irréaliste d'un point de vue économique. Parce qu'évidemment, il y a des frictions. Et donc, comment on réfléchit à ce point de vue, plus d'un point de vue micro, au niveau des entreprises et des individus, mais d'un point de vue macro, au niveau de l'économie dans son ensemble, avec effectivement les frictions, les coûts d'adaptation, le fait que, évidemment, certains métiers vont être touchés. Donc quand je vous parle des programmeurs ou des
ou du service client évidemment, mais si vous parlez d'un couvreur, l'IA à court terme, un couvreur, ça ne concerne pas vraiment, quoi. Donc il s'agit de mesurer l'effet macro. Et donc là, il y a une vision complètement opposée. Daron Acemoglu, donc le prix Nobel d'octobre dernier, avait écrit un article sur le sujet en avril 2024, et il reprend donc voilà, on est économiste, donc on aime bien se prendre pour une vraie science, enfin une science sociale, mais donc du coup on aime bien dire qu'on utilise des théorèmes, et on a utilisé, enfin les économistes pour réfléchir à ce genre de questions utilisent un théorème qui s'appelle le théorème d'Ulten, qui comme ça a l'air barbare, mais en fait c'est très très simple. C'est la multiplication de 4 termes quand vous avez un changement technologique, qui vous dit en fait que si je veux mesurer l'impact de ce changement technologique, il faut que je sache d'un côté combien de gens vont être exposés, quelle est la part de l'économie exposée, et de l'autre côté quels vont être les gains. Donc voilà, ça c'est la façon, enfin, c'est ça le théorème d'Ulten. Et donc, le jeu, c'est de chiffrer ces différents termes. Donc la part des tâches pour lesquelles, par exemple, qui vont être exposées à l'IA, donc c'est-à-dire que l'IA va être techniquement capable de remplacer cette tâche, la part des tâches pour lesquelles c'est effectivement rentable, c'est pas parce que c'est techniquement faisable que ça va être économiquement rentable. Donc ça c'est la partie exposition, et de l'autre côté la partie gain. Donc les gains les coûts en termes de masse salariale que vous allez gagner, qui sont donc le symétrique des gains de productivité. En gros, si vous faites en 1 heure et quart ce que vous faisiez en 1 heure, soit vous pouvez virer 25% de votre masse salariale, soit vous augmentez vos ventes de 25%, c'est ça un peu le symétrique. Et évidemment, c'est pondéré de la part du travail. Si on était dans une économie où il n'y avait que des robots, bah, si vous augmentez la productivité du travail, ça n'a aucun effet. C'est vraiment c'est la part qui reste au travail et pas au capital dans l'économie. Bon, ça, passons, c'est un truc d'économiste. Et donc, on est tous d'accord là-dessus. Ce sur quoi on n'est pas d'accord, c'est que donc Daron Acemoglu a proposé un certain nombre de chiffres. Il a chiffré en fait les 4 termes. Il a dit voilà, la littérature économique dit que ça c'est 19% des tâches exposées, la part pour laquelle c'est profitable c'est 23%, les gains c'est 27% et la part du travail dans la valeur ajoutée c'est 57%. Et il tombe sur ce chiffre qui est en fait l'IA va donner seulement plus 0,07 points de pourcentage de croissance par an au cours des 10 prochaines années. Donc le surplus là, de ma courbe d'avant c'est plus 0,07 par an. Plus 0,07 par an, c'est très peu. C'est-à-dire que bon, c'est bien, enfin, surtout dans le contexte actuel où on a une croissance très faible, mais ça reste quand même quasiment zéro, quoi. Et donc nous, on a regardé un peu ce papier, on s'est dit, bah voilà, quand même, qu'est-ce qu'il en est? Donc on a fait ça avec Philippe Aghion, qui était mon directeur de thèse. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, ces chiffres-là, ils valent ce qu'ils valent, mais il y a d'autres chiffres au sein de la littérature économique ces chiffres reposent sur des hypothèses et vous avez d'autres chiffres qui vous donnent des versions complètement différentes. Donc d'un côté, effectivement, le Bureau international du travail, donc ceux qui donnent les règles pour calculer le taux de chômage, vous disent effectivement que l'exposition technique des métiers à l'IA, c'est 20%, mais le FMI, qui est une autre institution sérieuse, vous dit que c'est 68%. Donc, en fait, il y a un intervalle de valeur possible de gens sérieux qui vous disent entre 20 et 68%. Et pareil, sur la part des gens pour lesquels ça va être économiquement profitable de les automatiser, Daron Acemoglu vous dit 23%, mais c'est en supposant qu'il n'y a pas de changement technologique, c'est-à-dire que le coût de calcul, par exemple, reste celui qu'il est aujourd'hui, alors que ça fait 20 ans qu'on a quasiment on a en moyenne 22% de gains annuels dans le coût de calcul. Donc, si vous prenez un scénario extrême où c'est 50% de coût annuel de décroissance, vous tombez à 80% des tâches pour lesquelles c'est profitable. Et donc, tout ça pour vous dire que si vous multipliez toutes les bornes basses, donc tous les petits chiffres, vous tombez bien sur le 0,07, mais si vous multipliez toutes les bornes hautes, vous tombez sur 1,24. Et finalement, la conclusion, c'est de se dire qu'en fait, on ne sait pas vraiment, quoi. C'est pas 10. non mais vous rigolez, mais pour des économistes c'est important, c'est ça notre boulot, c'est de savoir si c'est important ou pas. Non, parce qu'il y a aussi un monde, je vous ai parlé de Daron Acemoglu parce qu'il est prix Nobel, il est connu, etc. Mais vous avez aussi des économistes qui vous disent plus 7%. Ouais. Et ça vous dit juste que vous avez un scénario moyen où il y a des gains qui sont substantiels. Aujourd'hui, si vous dites au gouvernement français plus 1 point de croissance, il signe dès demain. Enfin, c'est sûr. Enfin, y a pas de... Mais vous avez des gains qui peuvent être substantiels avec l'IA et qui sont compris dans cet intervalle. Et ça, je vais finir là-dessus, c'est qu'une partie du problème. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé que de l'automatisation de la production de biens et services, des choses qu'on fait déjà. Ce que va faire l'IA, ce qui est pour le coup incroyable, c'est que le bon parallèle cette fois-ci, en termes de parallèle historique, c'est la révolution industrielle, la révolution scientifique qui a été causée par le microscope. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec le microscope? L'humanité a poli de plus en plus fin du verre, on a inventé le microscope, et un jour il y a un médecin qui a regardé un fluide d'un de ses patients sous le microscope et qui a vu des germes. Et en fait, il s'est dit, mais la théorie des miasmes qui existait alors, j'en ai encore pour 40 secondes, c'est rien. En fait, le vrai truc, c'est les microbes. Et en fait, le fait que quelqu'un ait poli du verre
200 ans avant, de plus en plus fin, puis qui ont inventé le microscope, etc. C'est ce qu'on appelle standing on the shoulder of giants. C'est ça la théorie de la croissance endogène, donc théorie de Philippe Aghion, donc, voilà, que je connais un peu. Mais c'est cette idée-là, c'est-à-dire c'est parce que des gens ont inventé quelque chose il y a 1 siècle, il y a 2 siècles, qu'aujourd'hui on peut inventer. Et ça augmente la productivité des chercheurs pour toujours. C'est pas juste pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'un chercheur aujourd'hui avec l'IA, il aura des idées qu'il n'aurait pas eu sans. Donc ce qui fait qu'à la fin de sa carrière, admettons-là, on sera à un niveau du nombre d'idées dans l'économie qui est la courbe verte et pas la courbe noir pointillée. Mais le chercheur qui commence sa carrière dans 10 ans, lui, il part d'un niveau de connaissance qui est au niveau de la courbe verte. Donc toute sa vie, il sera plus productif qu'il ne l'aurait été. Et par ailleurs, il sera plus productif parce qu'il y a l'IA pour lui aussi. Et donc si vous voulez, ça vous fait un scénario exponentiel où pour toujours, on est plus productif. Et c'est la même idée sur l'IA, vous le regardez, c'est ça. L'IA n'aurait pas été inventée s'il y a 40 ans, on n'avait pas inventé, enfin 60 ans, les microprocesseurs, et les microprocesseurs n'auraient pas été inventés s'il y a 1 siècle, on n'avait pas inventé l'électricité. Donc c'est vraiment la même idée. Et ça, évidemment, alors on l'a mis dans le rapport pour le président de la République, on ne l'a pas chiffré parce que c'est inchiffrable, je pense que ça n'aurait pas été sérieux, mais depuis, il y a des études qui sont sorties qui vous montrent que dans certaines disciplines, effectivement, on voit des gains substantiels où les chercheurs sont plus productifs. Donc je vais finir là-dessus. Vous avez le chiffrage en rouge, vous avez la production, enfin, l'IA permet l'automatisation des tâches déjà existantes, permet d'augmenter donc le chiffre que je vous ai donné, en ça c'est une borne basse, la vraie courbe c'est la rouge plus la verte, donc la bleue, mais de l'autre côté, comme vous l'avez su, depuis 20 ans, la croissance a été très faible en Europe, notamment parce qu'on n'a aucune des grandes entreprises numériques en Europe, et la question qui va se poser dans le cas de l'IA, c'est donc est-ce qu'on est capable, nous aussi, de participer à cette révolution technologique ou pas, et est-ce qu'on est capable de ne pas refaire les erreurs du passé. Merci beaucoup et désolé. Bon. Merci. Du coup, nous, où est-ce qu'on arrive dans l'histoire ? En tant que think tank, notre rôle, c'est de faire atterrir justement ce type d'approche macroéconomique, essayer d'engager les dirigeants sur les enjeux d'accélération et d'en faire la pédagogie. C'est ça le rôle du Hub Institute. Et donc, basé du coup sur ces travaux et les différentes études qui ont été présentées, on a sorti du coup avant-hier une étude qu'on a appelée IA productivité appliquée aux entreprises du CAC 40, qui intègre du coup 3 dimensions. La dimension gain que vous venez de découvrir, la dimension accélération sur la chaîne de valeur et la dimension KPI, parce que sans mesure, on sait bien que ça n'a pas d'intérêt. Donc, je vais très rapidement sur la partie qu'on vient d'évoquer, parce qu'on l'a largement vu avec l'auteur en plus de l'étude. Et puis, la deuxième étape, c'était effectivement l'appliquer au CAC 40 et de voir du coup sur chacune des entreprises du CAC 40 avec une légère adaptation sectorielle sur la valeur ajoutée, donc labor share AI par secteur. Ça donne des chiffres qui sont encore une fois extrêmement approximatifs, mais l'idée c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience et autour de ce schéma qui permet du coup d'identifier, on l'a fait sous forme de tiers, 3 grandes familles d'acteurs qui sont du coup en fonction de leur exposition et des gains de productivité possibles. Et ben après évidemment il faut creuser et c'est au rôle de chaque entreprise effectivement d'aller beaucoup plus dans les détails et dans la démonstration. Donc ça c'est la première partie du rapport. La deuxième partie du rapport, en fait l'idée c'est effectivement par rapport à nos travaux dans notre dernier ouvrage sur la triple accélération, et ben on a travaillé sur les 10 étapes sur la chaîne de valeur, sur les 10 étapes de la chaîne de valeur de n'importe quelle entreprise. Donc, en gros, idéation, approvisionnement, production, logistique, marketing, expérience client, après-vente, gestion des talents, gestion financière et stratégie, d'identifier à la fois des exemples d'applications IA et de l'autre, selon nous, la temporalité de chantier, savoir si c'était effectivement plutôt du now ou plutôt du next. Et ça, on l'a appliqué aux 40 entreprises du CAC 40. Voilà. Donc, l'étude est très complète. Et évidemment, tout ça, ça finit par des KPI, hein, et donc c'est là où il y a un retard certain dans ce que nous on observe au sein des grands groupes, c'est la capacité de mesure du coup de maturité de l'IA au sein des organisations. Donc on a regroupé 5 grandes familles de mesures. D'abord les sujets autour de la productivité et de l'efficience qu'on vient de voir. La deuxième partie, c'est la partie adoption de l'IA avec le nombre de cas d'IA mis en place, le nombre de projets et ainsi de suite, la maturité de l'IA. La troisième grande famille KPI, ça va être la mesure de la performance de l'IA. Donc ça, c'est là-dessus que tout le monde travaille, bien évidemment. Combien de temps gagné, combien de projets atteints, quelle est la croissance du CA attribuable à l'IA.
Ça, c'est sur la partie performance. Et enfin, évidemment, sur la partie RH, combien de personnes formées, le niveau d'acceptation des outils IA, et puis quelque chose qui est évidemment cher au Hub Institute, c'était la partie impact et ESG, c'est-à-dire comment on utilise aussi l'IA for good pour accélérer la CSRD, pour détecter justement effectivement toute cette partie-là et la mesurer. À la fin, c'est l'arbitrage. À la fin, vous êtes devant votre écran, vous avez des chiffres d'un côté, vous avez des sommes de l'autre, vous avez des ressources, vous avez des technologies, vous devrez arbitrer. Et cet arbitrage, il va passer par 3 étapes. La première étape, c'est est-ce que vous êtes plutôt dans une posture maximaliste, où vous voulez accélérer fortement l'IA dans le remplacement et la mise en place de tâches et le remplacement des tâches manuelles et répétitives, ou est-ce que vous êtes plutôt conservateur? La deuxième étape, c'est en termes de gestion de projet et d'implémentation. Est-ce que vous êtes plutôt sur la mise en place extrêmement rapide et peut-être trop rapide justement de projets, de use case, ou est-ce que vous êtes plutôt dans une roadmap stratégique et organisée? Et la troisième étape, c'est la posture et les KPI, c'est-à-dire la capacité de mettre en place des KPI mesurés parce que ça prend beaucoup d'énergie, ou est-ce que vous êtes vraiment dans une logique où vous allez mettre en place des KPI globaux? Voilà, c'était un peu ce qu'on voulait vous présenter. Merci beaucoup.